Amis téléspectateurs, bonsoir, bienvenue si vous nous rejoignez à ce 56 minutes synthèse. Tout d'abord, les points marquants de la semaine. Publication jeudi dernier des résultats préliminaires de la présidentielle du 25 octobre 2015. Jovenel Moïse du PHTK, 32,81% et Jude Célestin de l'AP, 25,27%, sont les deux candidats en lice pour le second tour. Les candidats lésés ont 72 heures pour produire leur contestation. Déjà des réactions de candidats pleuvent suite à la publication des résultats partiels de la présidentielle. Jovenel Moïse y voit un bel exemple démocratique. D'autres contestent ces résultats et appellent à la mobilisation. Le Premier ministre haïtien salue la publication des résultats préliminaires de la présidentielle du 25 octobre et renouvelle l'engagement de son gouvernement de continuer à supporter le processus électoral jusqu'à son aboutissement. Le coordonnateur spécial du département d'État américain pour Haïti, Kenneth Merton, appelle les Haïtiens au calme après la publication des résultats partiels de la présidentielle et réitère la volonté des États-Unis à collaborer avec quel que soit le président élu de ce scrutin. La grogne populaire relative à la publication des résultats partiels de la présidentielle du 25 octobre gagne en intensité en Haïti. Des partisans de candidats insatisfaits ont manifesté vendredi à Port-au-Prince. Plusieurs personnes ont été arrêtées. Et puis tenu ce 4 novembre du mercredi de réflexion à Port-au-Prince, une initiative de la Banque interaméricaine de développement visant à partager des idées portant sur les mécanismes de développement d'Haïti. À l'étranger, la thèse de l'explosion de l'attentat concernant le crash de l'Airbus dans le Sinaï le 31 octobre dernier se renforce de plus en plus. Les premiers éléments de l'analyse des boîtes noires confirment le caractère brutal de la chute de l'appareil. Voilà pour les titres. La NATCOM ne se soucie pas uniquement d'avoir la plus grande couverture réseau en Haïti, mais elle s'implique également dans le quotidien des Haïtiens et elle en est très fière. La NATCOM s'engage autant dans l'éducation que dans la santé. Avec le programme Internet à l'école, en partenariat avec le Conatel, ce sont plus d'une vingtaine de salles informatiques qui ont été offertes à des écoles publiques du département du Sud-Est. La NATCOM a comblé un vide dans les 10 départements avec des programmes mensuels en offrant des séances de consultation et des médicaments gratuitement. La NATCOM, c'est encore plus d'engagement. C'est un dévouement à la classe ouvrière grâce à son programme Corée Ouvrier. Ce sont des milliers d'ouvriers qui sont connectés à leurs proches grâce à NATCOM. La NATCOM, c'est aussi près de 30 points de vidéoconférence offerts au gouvernement haïtien. NATCOM, une présence qui se confirme de plus en plus. NATCOM, Yon Haïti, Yon Réseau. Bienvenue au développement de ce 56 minutes synthèse. Le Conseil électoral provisoire a rendu public jeudi dernier les résultats partiels de la présidentielle du 25 octobre dernier. Ces résultats renvoient au second tour les candidats Jovenel Moïse avec 32,81% et Jude Célestin avec 25,27%. Moïse Jean-Charles Le Petit Dessalines vient en troisième position avec 14,27%. Maryse Narcisse de Formula Valas arrive à la quatrième place avec 7,05%. Précision avec le président du CEP, Pierre Liopon, au micro de Pierre Lunique, Revanche et Yvan Seyid. En première position, nous avons le candidat du parti numéro 5 PHTK, Jovenel Moïse, qui fait 511 992 votes que nous recevons. Ça baille 32,81%. En deuxième position, il y a le candidat du parti La Paix, LAPEH, numéro 31, Jude Célestin, qui a eu 394 390 votes, soit 25,27%. En troisième position, le parti de Petit Dessalines, numéro 28, Moïse Jean-Charles, a obtenu 222 646 votes, soit 14,27%. En quatrième position, le parti Famille Lavalas, numéro 54, Maryse Narcisse, a obtenu 110 049 votes, soit 7,5%. En cinquième position, nous retrouvons
le parti MAS, numéro 23, et candidat Éric Jean-Baptiste fait 56 671 votes, soit 3,63%. Déjà des réactions au niveau de la classe politique suite à la publication des résultats partiels de la présidentielle du 25 octobre. Le candidat du PHTK, Jovenel Moïse, s'est adressé à ses partisans. Il a attribué la journée électorale du 25 octobre dernier comme un exemple pour l'avancement de la démocratie. Le peuple comprend le message, a-t-il lâché, en faisant référence aux votes qui l'ont placé en tête de ce scrutin. Croyant que le travail ne fait que commencer, Jovenel Moïse demande à ses supporters de rester sur leur garde, car, dit-il, certaines personnes insatisfaites des résultats cherchent à semer la pagaille dans le pays. Un extrait de sa déclaration au micro de Johnny Saint-Ilus et Yvan Saïd. Jodi a PHTK a célébré première victoire ça qui se preuve que le peuple a compris le message développement, création de job à richesse. Pour nous, ça gagne l'argent dans la poche et manger dans l'assiette. Programme l'éducation et la tri que nous voulons pour le peuple haïtien, c'est à travers l'élection, c'est à travers vote ça que nous sommes là. Partisans PHTK, peuple haïtien, travail la fin commencer. Demandez-nous qu'un FM et continuer à supporter le pays nous pour l'effort que nous finissons faire. Pas perdu. Parce que nous connaissons quand pile problème là trouble. Nous avons pile monde qui peut chercher intérêt personnel, qui peut avoir intérêt pays, pour être capable de mettre la trouble dans l'esprit nous, pour mettre la trouble dans le pays. Mais nous tous, il faut nous connaître une grande maman elle est à Haïti. Chaque temps nous c'est petit qui sentit nous avons un problème pour nous changer maman nous. Parce que dans la langue modée, dans la langue modée, si on coupe langue, on va bébé. Si on lâche dents, on va mazora. Ça veut dire dans la langue modée, mais on va vivre ensemble. C'est ça que nous avons prêché aujourd'hui. La plateforme Petite Dessalines désapprouve les résultats publiés par le CEP le 5 novembre dernier. Le candidat à la présidence de cette plateforme, Moïse Jean-Charles, accuse l'institution électorale d'avoir publié un résultat truqué. Il annonce que la mobilisation politique va continuer en vue de forcer le Conseil électoral provisoire à faire le retrait de ce résultat. Moïse Jean-Charles était au micro de Ludmilla Marc et Jasmin Denis. Jodi, je ne pense pas par rapport à la situation ça. Nous ne pouvons pas arrêter de croiser. Nous venons annoncer la nation. Nous allons mener une bataille juridico-politique. Nous allons mener une bataille tout pour nous faire entrer soi-disant résultat ça. Jodi, les m'attendez quantité de voix soi-disant président conseil électoral attribué à nous-mêmes. Il dit 222 646 voix. Qui ça ne veut dire pas là? Nous avons 140 communes. Ça veut dire qui ça? Nous faisons 1500 voix par commune. Alors que nous tous connaissons l'élection, ou bien nous premiers dans le département, ou bien nous deuxième dans le département. Nous pouvons engager nous dans une longue bataille dans le pays. Et bataille ça, nous ne pouvons pas camper dans la route. Par conséquent, devant la presse parler, écrire, télévisé. Nous venons demander aux peuple haïtien, nous pouvons lever camper dans tous les quatre pays pour nous défendre l'intégrité, dignité, souveraineté nationale, production nationale, justice sociale, mine pays. Nous prenons route ça nous prend, son route qui dit clair, nous ne pouvons pas baisser pavillon, nous ne pouvons pas quitter un groupe bandit qui mettait avec une partie de la communauté internationale, une partie de l'élite économique traditionnelle là, qui veut prendre le pays en otage. Peuple haïtien, vie ou mort, nous pourrons continuer la mobilisation. La section juridique de la plateforme Petite Dessalines est en train de réunir toutes les preuves pour donner une réponse politico-juridique au CEP, a annoncé l'avocat de la plateforme, maître Claudie Gassan, ajoutant qu'une plainte relative à la mort de Maxo Gaspard, identifié par les responsables de Petite Dessalines comme un militant de la plateforme, sera déposée sous peu au parquet de Port-au-Prince.
Claudie Gassin au micro de Ludmilla Marc et Jasper Denis. Je crois que il est temps pour nous appliquer ça à une politique de rupture, pour nous voler l'élection peuple là. Pour nous bord, il a fait élection et l'autre bord, il a fait sélection. Donc ça qui passe à son sélection, nous décidons au niveau de Petite Dessalines, section juridique qui travaille sur question qu'on y a depuis hier soir, d'arrache-pied, pour que nous ayons une réponse qui est très forte et en même temps une réponse politique qui est très forte. Donc deux réponses. En même temps, une réponse juridique et une réponse politique. Bon bagage qui passait hier soir. Monsieur Boyo débarqué, suivant sa témoin rapporté, tout le monde qui était là et toute équipe qui était sous place, qui t'a suivi le résultat, ils ont exécuté un responsable parti. Ils ont fait le publiquement, ils ont fait le devant tout le monde et jusqu'à présent, je n'attendais aucune condamnation, que ce soit de la part de la police, que ce soit de la part du ministre de la Justice ou du gouvernement en général. Nous mettons responsabilité directement sur Evans Paul, qui est Premier ministre, qui est chef CSPN. Nous attendons réponse, nous attendons salabdi, mais en attendant nous-mêmes, qu'à ça, nous avons sur lui, nous avons déposé plainte, parce que nous commençons à documenter, nous avons des éléments à disposition nous, qui montrent clairement ce qui passe, son bagage qui est planifié. Rappelons que quelques heures après la publication des résultats préliminaires de la présidentielle, le cadavre ensanglanté d'un citoyen du nom de Maxo Gaspard gisait sur le sol au niveau de l'impasse charbonnière à Delma 33. Selon des militants de la plateforme Petite Dessalines, la victime serait membre de la plateforme. Certains militants de cette structure politique accusent la police haïtienne dans cette affaire, signalant que des pneus enflammés ont été érigés dans la même zone en signe de protestation au résultat partiel de la présidentielle fraîchement publié par le CEP. La candidate à la présidence de Formila Valas, Maryse Narcisse, demande à ses partisans de rester mobilisés sur tout le territoire en vue de pousser le CEP à faire retrait des résultats préliminaires de la présidentielle du 25 octobre, qui lui place en 4e position avec 7,05% des suffrages. Maryse Narcisse estime avoir remporté l'élection présidentielle du 25 octobre dernier. On l'écoute au micro de Samus David François ce vendredi lors d'une conférence de presse locale de la Fondation Aristide. Moi, remercier nous toutes qui votez massivement pour moi. Nous gagnons. Formila Valas gagnait. Formila Valas remportait la victoire. Jean-Président Aristide te dit, c'est un coup d'État électoral. Continuez à mobiliser pacifiquement sur tout territoire pour nous faire battre. L'avocat du parti Formila Valas, Maître Gervais Charles, annonce que le parti va contester les résultats préliminaires des élections publiées le jeudi 5 novembre 2015 par le CEP. Selon Maître Gervais Charles, ces résultats ne reflètent pas le vote de la population. Il était au micro de Samus David François. Nous sommes un parti qui respecte la loi. Nous prenons en considération, puisque c'est ça, c'est la loi demandée, même si nous connaissons que c'est devant le monde qui vole les lieux et que nous allons plaider. Mes amis, même si nous respectons la loi, ça nous dit respecter encore, parce que la loi, c'est intérêt peuple. Et intérêt peuple dit que aujourd'hui, nous ne pouvons pas quitter au volet vote nous non plus. Ce n'est pas résultat d'élection et que nous faisons. C'est résultat que nous fabriquons. Pas des chiffres qui comptent. Et comment nous t'avons, regarde-nous tout qui là. Regarde-nous tout qui t'est derrière ces présidents Aristide à président élu. Et que si on voulait dire que nous tous, c'est 7% et que nous t'avons représenté. Le Premier ministre Evans Paul salue la publication des résultats préliminaires de la présidentielle du 25 octobre 2015. Evans Paul a renouvelé l'engagement de son gouvernement de continuer à supporter le processus électoral jusqu'à son aboutissement. Il rassure la population du plein engagement de la police nationale d'Haïti
assurer la sécurité afin de permettre à tout un chacun de vaquer en toute quiétude à leurs activités coutumières en la circonstance. Le coordonnateur spécial du département d'État américain pour Haïti, Kenneth Martin, appelle le peuple haïtien au calme après la publication des résultats de la présidentielle du 25 octobre dernier. Afin de permettre, dit-il, la poursuite du processus, Kenneth Martin affirme que les États-Unis supporteront quel que soit le président issu de ce scrutin. Il a fait ces déclarations au département d'État américain lors d'une rencontre avec des journalistes haïtiens invités à suivre une formation à Washington, dont notre collaboratrice Myrlie de la Guerre. Le réseau national de défense des droits humains qui se montre méfiant par rapport aux résultats préliminaires des élections du 25 octobre. Le directeur exécutif du RNDDH, Pierre Espérance, a mis en avant le manque de transparence et l'accès limité aux organismes d'observation dans le centre de tabulation des votes. Pierre Espérance répondait aux questions de Michi Alexis et Fézé Mathieu. Les gains dénonciation qui fait dans le processus électoral là, que c'est observateur, que c'est parti politique ou bien de l'autre acteur qui est intéressé par le processus là, CPA li gen pour devoir, li gen obligation pour li rendre le processus là transparent. Nous constatons et CPA connaît ça tout, t'es un gros désordre du 25 octobre là dans le comportement mandataire avec observateur. Mais il faut que nous reconnaître, si on côté nous pas blâmer CPA pour mandataire parce que tu as un problème mandat dans le premier tour législatif, CPA délivre un paquet de mandats, donc mandataire, il y a 24 mandataires. Mais il y a des organisations qui CPA a accréditation pour observer l'élection qui n'a pas rien à voir avec l'observation électorale. Pour qui ça? Et CPA, et comme si on a dit un laboratoire dans CPA qui a produit organisation bidon. On connaît une organisation pour la première fois pour observer l'élection, il y a 7779 cartes d'accréditation. Il y a qui joignent 13 000. Alors que nous-mêmes, nous avons un consensus qui a 4 organisations qui, SOFA, CNO, Conan, RNDDH, nous n'avons pas même fait demander 1850 d'accréditation. Donc, dans ce sens-là, pour qui ça, CPA vient avec une bonne organisation bidon ça. Et là, je joue vote là, ou je un mandat, ou je un cadre d'observation ça dans mes partis politiques, dans mes candidats et dans mes mandataires partis politiques qui ont gros moyens dans mes. Donc c'est ça que fait nous-mêmes nous demandons vérification. Et dans ce sens c'est CPA qui a un code d'idée dans mes. Ça veut dire que yo gagne tout procès verbal yo, yo gagne bulletin yo et c'est à travers procès verbal yo tu vas vérifier des autres là. Malheureusement CPA pas le faire parce que CPA a un bagage là caché. Donc nous disons processus ça pas transparent. Des citoyens haïtiens ont réagi à chaud suite à la publication des résultats partiels de la présidentielle du 25 octobre dernier. Certains ont salué le travail du Conseil électoral provisoire, d'autres ont exprimé leur insatisfaction par rapport à ces résultats. Toutefois, ils appellent la population à garder son calme afin d'éviter tout éventuel acte de vandalisme dans le pays. Écoutons certains d'entre eux au micro de Johnny Saint-Ilus et Jasmin Denis. Seul bagage, je suis satisfait quand même parce que nous tous ces haïtiens, ce n'est pas vote étranger, c'est vote haïtien, alors directement, il faut nous accepter tout ça qui vient. C'est président haïtien, pas président étranger. C'est normal pour nous accepter, nous avons écraser, briser, pas petit nous, parce que l'écraser, il n'est pas bon pour nous, nous allons reconstruire encore. Alors logiquement, il faut que nous applaudir et que c'est haïtien bon. D'accord, parce que Jude lui-même, c'est frère nous, et Jovenel Moïse, c'est frère nous, c'est pas rien lié. Ils sont commencés haïtiens, nous ne sommes pas obligés comme si, et dire que nous, pour moi, pas pour nous, par contre. Bon, nous-mêmes, résultat n'est pas étonnant pour nous. La seule chose, c'est que nous ne pouvons pas payer à venir tomber dans le cachou bombé. Si le peuple a lui-même, ces deux candidats qui ont été choisis, n'a pas accepté au moment de la mesure où c'est pas le peuple a été choisi, le peuple a revendiqué droit correctement. Non, moi pas d'accord avec elle. Moi pas d'accord avec elle. C'est pour l'une des raisons. Si le peuple a ces deux personnes qui ont été dans le deuxième tour, on va calmer. Si pas lui-même, nous connaissons dans les jours qui suivent, nous retenons. Je voyais un message à toute la nation. Manifester pacifiquement s'il y a lieu, si nous te voté, ça nous te voté manifester. Mais pas caser briser, parce que dans caser briser, c'est pays qui a fait bac. Vous comprenez? Parce que logiquement, si nous craser, ça sont notre corps qui va le débloquer pour le refaire. Manifester, si nous pas satisfaits des résultats, manifester, nous capables pour nous joindre, ça nous besoin. Mais pas craser, pas détruire les gens. Ouais, ça me dit noir. Parce que chaque grand monde qui dépasse qui font bagaille, nous pas supposé craser. Je ne suis pas content, bon. Mais logiquement, que chaque haïtien prend ça comme un exemple. Ouais, ça me dit noir.
pour ça aller vers l'avant. Les activités ont fonctionné au ralenti vendredi dernier dans certaines zones de la capitale haïtienne, moins de 24 heures après la publication des résultats partiels de la présidentielle du 25 octobre dernier. Par peur de représailles, des Port-au-Prinциens ont joué la carte de la prudence, nous dit Johnny Saint-Ilus et Yvan Seïd à travers ce papier suivi. Au lendemain de la publication des résultats partiels de la présidentielle du 25 octobre dernier, la capitale haïtienne s'est réveillée dans un calme apparent. Le transport en commun fonctionnait au rabais, écoles et commerces étaient également au ralenti. Bref, Port-au-Prince était sur le qui-vive. Des entreprises de la place qui n'ont pas chômé ont été peu fréquentées. Idem pour certaines banques commerciales. Au centre commercial de la capitale, notamment au marché de la Croix des Boursalles, quelques marchands qui s'y trouvaient exposaient désespérément leurs produits en attendant l'arrivée d'éventuels acheteurs. Par peur de représailles, certains Port-au-Prinциens ont joué la carte de la prudence ce vendredi. Dans l'après-midi, des heures dues à la manifestation des partisans des candidats insatisfaits du verdict des urnes ont corroboré l'inquiétude des citoyens de la capitale. La grogne relative à la publication des résultats partiels de la présidentielle du 25 octobre gagne en intensité. Ce 6 novembre, des partisans de candidats insatisfaits ont gagné les rues à Port-au-Prince de manière improvisée. La manifestation spontanée s'est déroulée non sans heurts. Les forces de l'ordre ont fait usage de gaz lacrymogène pour disperser le mouvement. 4 personnes ont été interpellées. Reportage, Pierre-Lunique Crevange et Yvan Seïd. La manifestation est partie du local de La Paix à Delma 60 aux environs de midi. Photos en main, remplis de détermination, les protestataires expriment leur mécontentement par rapport aux résultats préliminaires publiés le 5 novembre par le Conseil électoral provisoire. Arrivé à Delma 33, ce mouvement de protestation spontanée a été renforcé par les partisans du candidat à la présidence de la plateforme Petite Dessalines. D'une seule voix, les manifestants exigent l'annulation des résultats partiels qui, selon eux, ne reflètent pas le verdict des urnes. Moi-même, moi, j'ai voté et le résultat de votre PAM n'a pas sorti. Donc, moi, je prends la rue jusqu'à ce que je joigne résultat de votre PAM. Cette manifestation qui n'avait pas une destination fixe a mis le cap sur la route de l'aéroport. Sur le parcours, des barricades de pneus enflammés ont été remarquées. À côté de tout cela, certains en profitent pour faire la leçon au Conseil électoral et à l'exécutif. C'est pour maintenir les là pour garantir ensemble au Conseil électoral là des élections libres, honnêtes et démocratiques. Non loin du bâtiment de l'IGPNH, la police a dispersé la manifestation avec des coups de gaz lacrymogène. Bilan, 4 personnes ont été interpellées. Il faut souligner que vendredi dernier, des pierres et pneus enflammés étaient érigés en guise de barricade au niveau de la route de Tabar, à proximité de la Fondation Aristide. Les partisans de Famille Valas protestaient contre les résultats préliminaires publiés par le CEP le 5 novembre dernier. Parlons élections toujours. Toutes les dispositions sont donc prises au niveau du gouvernement afin d'assurer la sécurité de la population haïtienne après la publication des résultats partiels de la présidentielle du 25 octobre, a affirmé le ministre de la Justice, Pierre-Richard Casimir. Des ordres formels ont été passés à la police en ce sens en vue de mettre la main au collet de tout individu qui s'amuse à semer la pagaille et empêche à la population de vaquer calmement à ses activités. Le ministre Pierre-Richard Casimir au micro de Pierre-Lunique Crevange et Max Joseph. Le gouvernement a pris un engagement pour assurer la sécurité de la population avant, pendant et après l'élection. Nous sommes en phase 24 heures après la publication des résultats, où la police est très présente pour assurer que tout le monde va librement à l'occupation. Nous avons tout le monde garanti que nous pouvons circuler et va librement à l'activité. Mais c'est des choix personnels. Nous-mêmes, nous occupons la rue et nous avons assuré que l'ordre qui est rétabli. On invite tout le monde à garder un comportement citoyen. La police placée pour mettre l'ordre. À chaque fois qu'on dépasse les limites, la police a procédé à l'arrestation parce qu'il faut que chaque citoyen soit capable de vaquer librement à l'activité. Depuis plusieurs jours, à la plaine du cul-de-sac, un groupe d'individus commet des infractions en toute impunité dans cette zone.
faisant régner un climat de terreur, plongeant les habitants dans la panique totale presque tous les soirs. Le ministre de la Sécurité publique qui réagissait sur ce phénomène d'insécurité informe que des arrestations ont été faites au niveau de la Croix-des-Bouquets dans le cadre de cette affaire. Il invite donc la population à coopérer avec les autorités judiciaires et policières afin de freiner cette machine d'insécurité. Pierre Richard Casimir au micro de Pierre-Lunique Revanche et Max Joseph. Il y a une direction centrale police judiciaire qui a des informations, effectivement, il y a des bandits qui sont dans la zone et c'est une zone extrêmement difficile. Il y a des arrestations qui sont faites la semaine dernière, mais malheureusement, il y a des fois pour des questions de procédure, il y a des gens qui bénéficient de liberté. C'est des barrières qu'on a regardé avec un peu d'attention pour nous mettre l'ordre dans la question, mais la police pas arrêté bras croisés. Direction centrale police judiciaire, particulièrement question anti-kidnapping, grand banditisme, il y a un travail d'arrache-pied pour que vous garantissiez un climat paisible dans la plaine. Pour marquer les 20 ans de l'école de la magistrature, une messe d'action de grâce a été chantée vendredi en présence du ministre de la Justice, du président de la Cour de cassation, du bâtonnier de l'ordre des avocats de Port-au-Prince, ainsi que d'autres personnalités du système judiciaire haïtien. À cette occasion, le numéro 1 de l'EMA, le juge Kessner Michel Termesi, se dit satisfait du parcours de l'institution qui, malgré bon nombre de difficultés rencontrées, a su former 6 promotions de magistrats. M. Termesi, qui souhaite l'intégration de plus de femmes au sein du système judiciaire, promet de tout faire afin de permettre à l'EMA de contribuer au renforcement de l'état de droit. Suivez. Ce qui motive qui fait pour les femmes dans la magistrature haïtienne, premièrement, c'est constance famille, c'est intuition, pas vrai? Et tout le monde connaît, soit fait psychologie, d'où l'intuition de la femme est beaucoup plus développée que celle de l'homme, pas vrai? Nous connaissons ça. Mais par conséquent, il faut qu'il y ait pile femmes dans la justice là, et nous travaillons, nous commençons à travailler, nous travaillons pour ça. Donc, femme, dis-nous bien, l'école de la magistrature, elle commence à atteindre cassation, puisque nous avons une mesdames qui était dans la 2e promotion de l'école de la magistrature, qui déjà substitue à la cour de cassation. Nous avons un pile dans la cour d'appel, nous avons femmes à la cour d'appel, garçons à la cour d'appel, mais qu'on y a là, nous gagnons à la Cour de cassation. Donc c'est tout à fait normal pour nous satisfaction ça, d'autant plus. Moi, il y a un ministre qui était un coup d'envoi pour l'école de la magistrature. Il est encore là, hein, et en 2 occasions. Donc c'est une satisfaction pour nous. Et il faut nous compte, famille là, il était soudé, et formateurs et ministres, tout, et CSPJ, nous font celle. C'est comme si nous faisons bloc monolithique, donc pas de problème. Nous travaillons pour la progression de la justice haïtienne. Le projet de l'école de la magistrature qu'on y a là, et je dis le slogan, c'est renforcer l'état de droit par la formation pour une démocratie enrichissante. Donc tout en a formé, on a rassuré nos écoles de droit et état de droit consolidé et la démocratie est beaucoup plus riche en faveur de toute société haïtienne. On observe une courte pause à ce 56 minutes synthèse, mesdames, messieurs. On vous retrouve dans quelques instants. Bienvenue dans la seconde tranche de ce 56 minutes synthèse. La Banque interaméricaine de développement a tenu ce 4 novembre son mercredi de réflexion, un espace de dialogue permettant de partager des idées portant sur les mécanismes de développement d'Haïti. Le représentant de la BID dans le pays, Gilles Damet, croit nécessaire une telle démarche, vu, a-t-il expliqué, les problèmes d'Haïti sont complexes et ils nécessitent une réflexion participative de tous les secteurs de la vie nationale. Les propos de Gilles Damet recueillis par Michel Alexis et Fézé Mathieu. Nous-mêmes, nous pensons qu'il faut qu'il y ait un brassé d'idées dans le pays en plusieurs secteurs qui sont capables de contribuer avec nouvelles idées, avec belles idées pour faire le chemin de développement pays plus facile. BID qu'on financé une série de programmes avec plusieurs partenaires. Le ministère du Commerce est un des plus gros partenaires, Banque interaméricaine de développement dans le pays. Le programme ça, Jean, directeur cabinet, sort expliquer là. Il y a une belle idée là-dedans, il y a des difficultés. Nous pensons qu'à travers l'activité mercredi de réflexion, le Mounio Vini, Chit attendait qui Jean programme dans le marché, il a posé des questions, réponse à fait, réponse à bail,
Et dans ce sens, nous pensons que tout le monde est capable d'avancer dans jouer une solution à problème pays. Problème pays, il y a tellement en pile, genre nous connaissons. Ce n'est pas un seul monde, ce n'est pas une seule institution qui est capable de répondre à tout problème. C'est d'embrasser l'idée, d'en chercher, joindre consensus sur un chemin qui a fait la vie plus facile pour un lendemain meilleur. Nous-mêmes, ces partenaires gouvernement nous depuis le demande qui est faite au niveau gouvernement, nous connaissons que le ministère du Commerce c'est l'un des plus gros partenaires Banque interaméricaine de développement en Haïti. Si le ministère du Commerce lui-même considère que nous devons mettre sous pied un programme qui a ciblé les jeunes en particulier, nous parlons chita avec le ministère du Commerce, nous parlons garder de maintenant, nous parlons garder s'il a pu entrer dans la politique développement ministère du Commerce avec accord qui fait avec BID dans le cadre de support que nous baillons politique ça. Et si réponse là positive, nous parlons avancer avec le ministère du Commerce, nous parlons bailler ministère du Commerce moyen pour avancer dans la direction ça. Mais moi insister, c'est le ministère du Commerce, c'est le gouvernement d'Haïti qui peut prendre décision, c'est pas BID qui a décidé. Invité à mercredi de réflexion, le directeur de cabinet du ministre du Commerce, Francis Gracia, a présenté les différents programmes d'accompagnement aux entreprises, dont le programme de soutien aux micro-entreprises. Il a rappelé que ces actions rentrent dans le cadre des efforts du MCI afin de mieux encadrer les petites et moyennes entreprises en Haïti. Francis Gracia, au micro de Michi Alexis et Fézien Mathieu. Jodia, c'est le ministère Commerce et Industrie qui t'a présenté différents programmes et outils que gagne pour accompagner les entrepreneurs dans le pays. Présentation tournée autour de différents programmes. Il y a un qui est le programme de soutien aux micro-entreprises PSME. Il y a l'autre qui est l'accélérateur qui pour les gens qui ont une idée. Et puis il vient dans le ministère, rempli en forme. À ce moment-là, il dit si l'idée est valable. Et si l'idée est valable, le ministère a permettre de faire un plan d'affaires et même aider à aller trouver financement pour réaliser le projet. Ou un troisième projet qui est le service d'aide aux entreprises et de formation SAEF, ou bien au ballon l'autre nom que le PAME, programme de modernisation des entreprises. Lui-même là-dedans, il est adressé à des entreprises qui existaient déjà et qui ont besoin d'un type d'accompagnement. Parce que bien souvent, nous connaissons dans le pays, on a une idée, il démarre une entreprise, mais comme c'est lui qui est obligé de faire toute bagaille, l'entreprise n'a pas marché, mais il doit avoir des problèmes que lui-même il n'a pas. Là, il y a un spécialiste qui vient, qui diagnostique le fonctionnement de l'entreprise, qui voit ça bon, pour le renforcer, qui voit ça pas marché, pour le corriger et pour le aller de l'avant. La plateforme nationale des syndicats de transport fidèles a annoncé le 3 novembre dernier 2 journées de grève sur tout le territoire national, les 9 et 10 novembre prochains. L'objectif porté, le gouvernement a rapporté les taxes prévues dans le budget 2015-2016 concernant entre autres les permis de conduire, passeport, matricule fiscale. Écoutons à ce sujet Jacqueline Cantave et Duclos Bénissois, tous deux dirigeants de la plateforme qui réagissaient au micro de Samus David François. Je dis à l'aine considérer baril pétrole là toujours à vendre pipiti que $50 américains. Aux États-Unis, il y a côté gallon gaz là vend $1,76 exemple dans New Jersey et Haïti la vend $4 américains. C'est dans le mouvement ça, c'est dans le moment ça. Même l'État pesé sous c'est ça, choisi mettre une bonne taxe sur les gens qui sont pauvres dans la société. Tant que il mettait taxe sur permis conduire, passeport, sur les bêtes paysans à vendre dans le marché. Licence type A sorti dans 1000 gouttes, c'est 3000 gouttes. Licence type BA sorti dans 1000 gouttes, c'est 4500 gouttes. Licence moto sorti dans 500 gouttes, c'est 1000 gouttes. Nous pas gagner l'autre que nous avons fait, c'est désobéissance. Et toute désobéissance sont grève. Voilà pourquoi nous demandons à sympathisants, tous partisans, tous syndicalistes, policiers qui parlent dans la même situation, sont même journalistes,
porter coller pour le gouvernement faire bac et pas faire bac demain, nous garantissons tous les syndicats net ensemble lundi, mardi, grève générale. Le ministre de l'économie et des finances, Wilson Lallo, a apporté des précisions le 5 novembre dernier sur les mesures du gouvernement relatives aux ajustements des droits de passeport, de permis de conduire, de fermage, des primes de séparation des ministres. Selon Wilson Lallo, ces mesures permettront de fournir un meilleur service à la population haïtienne. Il est anormal que l'État continue de subventionner certains droits non obligatoires, a déclaré le ministre de l'économie et des finances, Wilson Lallo, micro de Michi Alexis et Fézé Mathieu. Coût de fabrication, transport et charges que ça implique l'État, passeport a coûté l'État 51,28 $. 51,28 $, alors que passeport, il ne faut pas oublier, il vendre autour de 30 $ à 1600 gourdes. Donc l'État a subventionné passeport que nous avons utilisé au quotidien pour à peu près plus de 1160 gourdes. Chaque fois achetons un livret de passeport, l'État subventionne ça. Nous sommes d'accord qu'il est difficile pour l'État de continuer à faire ça, parce que nous connaissons le gaz, ces mêmes bagages-là. Nous connaissons bande de côté, l'État est obligé de faire des subventions parce que c'est clair pour l'éducation, pour la santé, mais il n'est pas obligatoire pour l'État de subventionner le passeport. Pour permis de conduire là, nous connaissons, c'est là-dedans que l'État prend des frais pour payer fonds, pour mettre dans le fonds d'entretien routier. C'est là-dedans que l'État prend tout pour payer service ambulancier national. C'est là-dedans que prend tout, on fait ça pour faire ça qu'on appelle les sécurités routières. On a regardé un pile accident à fait sur routier de plus en plus, mais l'État n'a pas de capacité pour le présent, pour la police présent, pour gagner des services ambulanciers présents, pour incendie présent, pour leur problème pour porter mon secours. Parce qu'on a fait plus route, mais routier faut entretenir routier. Bon, l'autre sujet qui font plus de discussion dans le pays, c'est ça qui concernait prime de séparation ministre. Alors, ça fait une bande de paroles en pile, tant que son bagage exceptionnel que le gouvernement ça vient avec lui. Je vais tout raconter nous que son mesure qu'il a depuis 1996, c'est quelque privilège que on monde qui était ministre, pour l'heure pas ministre encore, pour au moins se passer dans la dignité à la vie civile. Nous connaissons qu'un ministre gagne 80 000 gouttes que le toucher par mois. Il faut connaître. Et là, on prend tout frais. Au total, il peut arriver 200 000 gouttes que vous au ministre chaque mois. Maintenant, le ministre, il gagne en train de vie, il gagne jamais à fonctionner. L'homme, monsieur, pas ministre encore, il y a une bande de barrières que le PAC a fait. Et vendredi, soit le 6 novembre, le Premier ministre Evans Paul a annoncé que l'exécutif sursoit aux mesures portant sur l'augmentation de certaines taxes, également la décision accordant une indemnité de 2,5 millions de gourdes à chacun des ministres sortants et 2 millions à chacun des secrétaires d'État, ainsi que des exonérations douanières et autres soutiens de l'État aux ministres et secrétaires d'État. Il a expliqué que cette décision vise à satisfaire aux revendications d'un ensemble de secteurs de la vie nationale. Evans Paul a communiqué cette décision prise vendredi soir en Conseil des ministres. On l'écoute au micro de Samus David François. En attendant, nous remplissons les formalités administratives, puisque ces décisions étaient prises en Conseil des ministres, mais nous voulons la population connaître, Conseil gouvernement adopté comme résolution prix licence, pas augmenter, prix passeport, pas augmenter, prix matricule, pas augmenter, privilège, pas augmenter non plus, ni pour président, ni pour premier ministre, ni pour ministre, ni pour secrétaire d'État. Par contre, prime pension augmentée pour employés. Salaire la police augmenté. Et en pile l'autre privilège encore pour la population. Je crois que nous rencontrons volonté compatriotes syndicalistes nous sommes capables même pour un porte-parole pour me dire lundi, mardi, pas de grève. Pour qui ça grève t'a fait? Parce que il y a des gens qui estiment qu'il y a des mesures qui te pénalisent la population, surtout chauffeur machine. Eh bien, chauffeur camionnette, chauffeur taxi, chauffeur camion, prix licence pas changé. Lundi matin, faut prendre chemin travail. C'est comme ça pour bailler petit tout manger. C'est comme ça tout pour rendre population en service. On va parler éducation à présent. Début mardi dernier d'une semaine de formation pédagogique à l'intention des enseignants des écoles publiques et privées du pays. L'activité a pris fin le 6 novembre dernier et elle concernait les écoles des 10 départements du pays. Le directeur de l'enseignement secondaire, Joseph Job Maurice, a précisé que cela n'a affecté en rien le nombre d'heures de classe prévues dans le calendrier scolaire.
Joseph Job Maurice au micro de Michi Alexis et Fézin Mathieu. Semaine ça, c'est une semaine qui te prévoit pour que vous fassiez des activités pédagogiques en termes de formation pour les enseignants dans le calendrier scolaire. Il te prévoit dans le calendrier scolaire là des journées pédagogiques du 3 au 6 novembre. Donc c'est des journées pédagogiques qui concernent pas seulement l'école publique, mais toute l'école publique et l'école non publique. Donc au niveau du ministère de l'Éducation nationale, nous te dit que pour toute l'école en dans pays, dans tout niveau d'enseignement, que ce soit fondamental, secondaire, pour que yo consacrer période de temps ça dans le calendrier scolaire là à activité de formation pour les enseignants. Calcul et nombre d'heures et li prévoit non seulement ça, non 950 pour le fondamental, 1140 heures pour le secondaire que direction planification sortie a, yo prévoit non seulement c'est en termes d'intervention, c'est en salle de classe et quantité heures de cours que Timoun est supposé suivre dans différents champs disciplinaires mais il prend en compte également les périodes d'évaluation. Les périodes d'évaluation, il est là dans le tout et donc c'est pas que yo prend 5 jours ça du 3 au 6 là dans le calendrier scolaire là et donc c'était bail qui était prévu. Mise en place jeudi dernier du comité directeur du syndicat des employés du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle pour le département de l'Ouest. Ce syndicat se donne pour tâche de travailler en vue d'obtenir une amélioration des conditions de travail des employés du dit ministère. Suivez en ce sens les propos du président du syndicat des employés du ministère de l'Éducation nationale, Mathieu Fritz, au micro de Samus David François. Syndicat qui s'allie, syndicat, nous montons en fonction d'expérience que nous faisons. Gens y a maltraité et employé l'éducation. Dans quel contexte il y a une promotion, dans quel contexte il y a quitté au souffrir, même mourir de 10 à 15 ans. Sous-contractuel, il fait quoi que ce soit pour eux. Et il y a des mêmes humiliations, à savoir, il y a une promotion à monde qui n'a pas mérité promotion, et ça qui mérite promotion, il ne va jamais venir parce qu'il n'est pas bien avec vos chefs. Nous trouvons que c'est important parce que la loi bat nous opportunité pour que nous organisions. Sous critère ça, nous chitons réfléchir ensemble. Comme nous avons l'opportunité de la loi pour que nous réunions un syndicat, nous avons monté semaine qui est le syndicat des employés du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle. Nous avons 10 départements pour nous faire ça et fait là. Nous faisons déjà dans le sud-est, jeudi nous faisons dans l'ouest et bientôt nous faisons dans l'autre département que nous avons choisi, la presse à procureur parce que nous avons levé pied nous 1 seconde, 1 minute sans la presse, pas au courant qui ça fait. Le gouvernement jeunesse en appui avec l'association des volontaires pour la démocratie et le ministère de la jeunesse, des sports et de l'action civique ont lancé officiellement jeudi dernier le concours du Parlement jeunesse à l'intention de jeunes de moins de 25 ans dans les 119 circonscriptions électorales du pays. Le jeune président d'Haïti, Amos Saint-Cyr, a expliqué que le Parlement jeunesse permettra au gouvernement jeunesse de travailler sur son programme de futur d'Haïti. Amos Saint-Cyr était au micro de Ludmilla Marc et Yvan Seyid. Avec ce lancement qui se fait aujourd'hui, ça va permettre au gouvernement jeunesse d'Haïti de pouvoir se passer devant le Parlement en janvier prochain pour pouvoir présenter la politique de jeunesse du gouvernement jeunesse d'Haïti et aussi permettre au président de faire l'état de nation, son discours à la jeunesse, parce que comme vous le savez, à travers cette simulation, nous sommes en train de s'impliquer comme jeunes leaders pour pouvoir agir autrement. La jeunesse, si nous sommes l'avenir, nous sommes le présent et l'avenir comme jeunes, et bien à travers cette simulation Parlement jeunesse qui va être organisée en janvier prochain, ça va nous permettre comme jeune gouvernement de pouvoir présenter d'emblée déjà notre programme pour l'année prochaine, parce que nous sommes là pour 2 ans comme gouvernement. Étant donné que récemment nous avons pu réaliser une enquête nationale pour pouvoir avoir les priorités des jeunes en matière des ODD, comme vous le savez bien, eh bien cette simulation Parlement jeunesse va permettre au jeune gouvernement d'agencer son programme et d'être ratifié par le Parlement jeunesse. Comme vous le savez, nous sommes appelés à diriger le pays demain. Eh bien, ça va nous montrer comme jeunes de mieux appréhender les rouages de la gouvernance, de savoir comment ça se passe au Parlement
et nous, comme jeunes gouvernement, de comprendre vraiment l'État en soi et comment l'exécutif et le Parlement doivent travailler ensemble. Déjà, je souhaite déjà à tous les jeunes qui vont s'inscrire à ce programme de s'inscrire parce que ça va permettre de mettre en valeur leurs compétences et de comprendre vraiment c'est quoi l'État, c'est quoi le Parlement, c'est quoi l'exécutif. Le ministre de la Jeunesse, des Sports et de l'Action civique, Jimmy Albert, présent au lancement du concours, s'est réjoui de la collaboration de son ministère avec le gouvernement jeunesse dans le cadre de cette initiative permettant aux jeunes de connaître le fonctionnement du pouvoir central. Le ministre Albert a déploré que la jeunesse du pays est de plus en plus vouée à la drogue. Il a en ce sens invité les jeunes du pays à participer massivement à ce concours. Le ministre Jimmy Albert au micro de Ludmilla Marc et Yvan Saïd. Je dis à nous croire que les jeunes ont besoin de modèles. En pile fois, malheureusement, le modèle que nous mettons devant eux, ce n'est pas toujours le modèle qui permet que vous accomplissez, qui permet que vraiment vous preniez tête en main. Parce que souvent de fois, le modèle qui est présenté à jeunes, c'est un modèle qui va être chargé. Et moi-même, comme ministre jeunesse qui est intéressé en pile à ce qui a passé dans le milieu jeune, je suis très alarmé ces jours-ci par la consommation de la drogue, de l'alcool dans les temps jeunes. Donc ça a fini avec jeunes nous. Et comme nous, comme responsable, nous connaissons que nous avons besoin de protection. Nous. Donc c'est peut-être ça, l'initiative ça, joigne tout sens. Et nous porter à bout de bras pour que nous invitions les jeunes, spécialement ceux qui ont talent, ceux qui ont connaissance, capacité pour ça, et bien pour nous garder dans l'autre direction. En façon pour nous sensibiliser davantage à ça demain doyer parce que demain pays d'Haïti il repose sous jeunes aujourd'hui qui c'est avenir non mais en attendant que yo porter avenir pour nous et bien nous même aujourd'hui n'a gardé présent yo. Les Haïtiens ont célébré le 1er et 2 novembre dernier les fêtes de la Toussaint et des Morts. Des rituels ont été organisés au cimetière de Port-au-Prince pendant ces 2 jours. Ces fêtes traditionnelles appelées Guédé par les vaudouisants donnent lieu pour les adeptes de cette religion d'évoquer les esprits de leurs proches disparus. Pour avoir une idée de la fête Guédé cette année, Roesté Antoine et Yvan Saïd vous présentent un reportage spécial. Suivez. Les 1er et 2 novembre sont les jours consacrés pour fêter le Guédé dans la religion vaudou. Pendant ces 2 jours, les vaudouisants se rendent dans les cimetières pour des rituels avec du café et du maïs. Une façon pour eux de communiquer avec leurs proches qui se trouvent dans l'au-delà. La Mambo Marie-Jeanne retrace l'origine du Guédé. Origine Guédé, pas sorti dans le pays d'Haïti. Origine Guédé, elle est sortie dans le pays de l'Égypte. Ou qu'on est en Égypte, la momie existait. Ou toujours après dans le film, il y a des cercles, il y a des secrets, il y a des prières pour faire moun qui mourir lui-même pour lui revivre. Après la mort, l'âme de l'être humain continue à vivre et c'est elle qui se transformera en Guédé, explique Mambo Marie-Jeanne. Le moun mourir, zot tête li continue à travailler toujours en dans péristyle là. Dans lui-même, il continue à travailler toujours en dans péristyle là. Côté dans lui-même, nous qu'on utiliser pour mettre garde sur monde. Gros bon ange là, lui-même, c'est lui-même sur 41 jours nous-mêmes vaudouisants, nous plonger en bas de l'eau. Et puis nam qui était c'est lui-même qui vient tourner Guédé. Pour attirer l'attention des gens, les Guédés utilisent plusieurs tactiques, dont l'usage des propos insolents, la multiplication de gestes érotiques. Pour là que où elle passe dans le visage, il mettait le premièrement pour identifier le comme moi, il mettait le deuxièmement pour capable apaiser fausse piment qui sous lia. La religion vaudou n'arrive toujours pas à s'imposer au sein de la société haïtienne, regrette le Ougan Sambael, croyant que cela est dû au fait que l'éducation haïtienne repose en grande partie sur les pays occidentaux. Qui ça fait vaudou pas qu'à imposer en tant que religion ou culture ou médecine traditionnelle, nous avons une éducation européenne, éducation occidentale. Le vaudou est souvent de fois assimilé aux choses maléfiques. Cependant, pour les adeptes de cette religion, il est un ensemble de connaissances les permettant de rester en contact avec l'au-delà et de vivre en harmonie avec leur environnement dans le monde réel. Tout le monde a payé, tout le monde a dit que c'est une ici. C'est une unité, c'est pas un merci.
Coup d'œil dans l'actualité internationale de cette semaine, les premiers éléments de l'analyse de boîte noire sur les circonstances entourant le crash de l'Airbus dans le Sinaï le 31 octobre dernier qui a fait 244 morts renforce de plus en plus l'hypothèse de l'attentat. L'une des boîtes noires ayant enregistré les paramètres du vol confirme le caractère brutal, voire soudain de l'événement qui a précipité la chute de l'appareil. Reportage Euronews. L'hypothèse d'un attentat à la bombe est désormais la piste la plus privilégiée pour expliquer le crash en Égypte. Signe de ce revirement, le responsable égyptien de l'enquête ainsi que le ministre de l'Aviation civile doivent tenir une conférence de presse ce samedi au Caire. En attendant, pour nos confrères de France 2, cela ne fait plus aucun doute. Oui, et les enquêteurs européens qui ont travaillé à l'analyse de ces boîtes noires sont même catégoriques ce soir. Il ne s'agit en rien d'un accident. Les boîtes noires ont donc fini par parler. Je vous rappelle qu'il y a 2 boîtes noires dans un avion. La première, la conversation des pilotes, confirme qu'il y a bien eu une explosion à bord. Et puis la deuxième, celle qui enregistre les paramètres de vol, confirme que cette explosion n'est en rien accidentelle. Il n'y a aucun signal de panne ou d'avarie durant les premières minutes du vol. En fait, tout se passe bien durant 24 minutes. Les pilotes conversent, l'avion atteint son altitude de croisière et puis en une fraction de seconde, plus rien, c'est un flash noir, plus aucun paramètre, plus aucune conversation. Le groupe État islamique, dont la branche égyptienne est active dans le Sinaï, a affirmé être responsable de ce crash où 224 personnes ont perdu la vie, mais sans expliquer comment. Prestation de serment mercredi dernier du nouveau Premier ministre canadien Justin Trudeau. La cérémonie s'est déroulée à Ottawa, la capitale, en présence des membres du nouveau gouvernement libéral. Âgé de 43 ans, Justin Trudeau remplace à ce poste le conservateur Stephen Harper. Le nouveau chef du gouvernement canadien promet de refaire l'image de son pays sur la scène internationale. Reportage Euronews. Un beau soleil, un parcours à pied pour rompre avec la tradition et un jeune Premier ministre très applaudi. C'était une journée faste pour Justin Trudeau, 43 ans, le nouveau chef du gouvernement canadien. Il a prêté serment accompagné de sa femme, de ses 3 enfants et de sa mère, sur les traces de son défunt père, Pierre Elliott Trudeau, Premier ministre il y a 31 ans. L'ensemble du nouveau gouvernement libéral était présent lors de cette cérémonie à Ottawa. Un gouvernement composé d'autant de femmes que d'hommes. Et pour la première fois à la justice, Justin Trudeau a choisi une ministre autochtone. Le terme autochtone désigne les premiers peuples d'Amérique du Nord, les Indiens, les Métis et les Inuits, à l'honneur ce mercredi. 17 morts, une cinquantaine de blessés et un village entièrement submergé. C'est le bilan provisoire de l'effondrement d'un barrage minier dans le sud-est du Brésil survenu jeudi. Ce village, peuplé d'environ 600 habitants, en majorité des employés de la compagnie minière Samarco, a été totalement envahi par la rivière de boue toxique. Jusqu'à ce vendredi, les causes du drame restaient inconnues. Détails dans ce reportage de Euronews. Au moins 17 morts, 50 blessés et 40 disparus après l'effondrement d'un barrage minier au sud-est du Brésil. Un village d'environ 600 habitants a été dévasté par une gigantesque coulée de boue. La présidente Dilma Rousseff a proposé à l'État du Minas Gerais, où s'est produit la catastrophe, l'aide de l'armée et de la défense civile nationale. Le rappel des titres avant de refermer ce 56 minutes synthèse. Publication jeudi des résultats préliminaires de la présidentielle du 25 octobre 2015. Jovenel Moïse du PHTK 32,81% et Jude Célestin de la Paix 25,27% sont les 2 candidats en lice pour le second tour. Les candidats lésés ont 72 heures pour produire leur contestation. Déjà des réactions de candidats pleuvent suite à la publication des résultats partiels de la présidentielle. Jovenel Moïse y voit un bel exemple démocratique. D'autres contestent ces résultats et appellent à la mobilisation. Le Premier ministre haïtien salue la publication des résultats préliminaires de la présidentielle du 25 octobre et renouvelle l'engagement de son gouvernement de continuer à supporter le processus électoral jusqu'à son aboutissement. Le coordonnateur spécial du département d'État américain pour Haïti, Kenneth Martin, appelle les Haïtiens au calme après la publication des résultats partiels de la présidentielle et réitère la volonté des États-Unis à collaborer avec quel que soit le président élu de ce scrutin. La grogne populaire relative à la publication des résultats partiels de la présidentielle du 25 octobre gagne en intensité en Haïti.
Des partisans de candidats insatisfaits ont manifesté vendredi à Port-au-Prince. Plusieurs personnes ont été arrêtées. Tenu ce 4 novembre de mercredi de réflexion à Port-au-Prince, une initiative de la Banque interaméricaine de développement visant à partager des idées portant sur les mécanismes de développement d'Haïti. Et puis à l'étranger, la thèse de l'explosion de l'attentat concernant le crash de l'Airbus dans le Sinaï le 31 octobre dernier se renforce. De plus en plus, les premiers éléments de l'analyse des boîtes noires confirment le caractère brutal de la chute de l'appareil. C'est la fin de ce 56 minutes synthèse, mesdames, messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi. À la semaine prochaine.